Merci beaucoup. Mifangandia. Ah, super. Je voulais une réaction comme ça. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comment ça se passe pour vous la journée? Bien, super. J'espère qu'il vous reste encore un peu d'énergie pour suivre ce panel avant la pause midi. Midi 15. On a jusqu'à midi 15, super. Midi 15 maintenant. Bon, bref. Comme ça a été annoncé, je suis conseillère technique en transformation digitale à la GIZ, ici au Bénin. Et je suis également le point focal de la composante entrepreneuriat numérique du Centre de transformation digitale ici au Bénin. Les projets d'appui au Centre de transformation digitale, ou CTD, comme on l'appelle aussi, travaillent avec le gouvernement béninois et aussi avec l'écosystème local dans les domaines de l'entrepreneuriat numérique, de l'administration électronique et de l'apprentissage numérique. On a une page Facebook, si vous voulez nous suivre, en fait, on publie de manière régulière, en fait, des updates là-dessus. J'aurai donc le plaisir de modérer cette magnifique discussion aujourd'hui, qui a le titre comment les startups peuvent-elles participer au mieux à la révolution de l'intelligence artificielle et quels sont les bénéfices pour les entreprises des autres secteurs d'activité. Moi, je me dis qu'on va approcher le panel, en fait, ou le thème sous deux angles. D'abord, c'est le rôle du secteur privé et notamment le rôle de l'entrepreneuriat dans la révolution IA au Bénin. Et le deuxième angle, c'est la capacité de l'écosystème et les besoins. Donc, mais comme c'est un panel, en fait, et pas un monologue, il faut bien des panélistes qui sont déjà avec moi. Et je suis particulièrement contente, en fait, de noter que ce soit, en fait, un panel qui est assez divers, comme vous pouvez constater. On a 4 panélistes, dont 2 femmes, ce qui n'arrive pas souvent, donc je pense que ça vaut déjà un petit applaudissement. On a au moins 4 nationalités que j'ai pu compter, mais peut-être que j'en ai raté une. On a des entrepreneurs, on a des personnes qui ont une vaste expérience dans le secteur privé, dans le secteur associatif. On a des personnes qui travaillent dans la recherche. Donc, on a un peu de tout. Et en fait, comme ce panel, comme pour ce panel, c'est pas que moi qui parle, je vais laisser les panélistes se présenter eux et elles-mêmes. Vous avez 1 minute pour le faire. Et comme je suis allemande, en fait, les Allemands aiment bien être très précis. Donc, en fait, je vais vous arrêter si jamais vous dépassez trop 7 minutes. Donc, je vais surveiller l'heure de près et je vous prie également de partager avec nous le nom d'une start-up africaine ou ouest-africaine ou même béninoise qui travaille dans l'IA et qu'il faut absolument connaître. Donc, je commence peut-être par la dame à ma gauche. Vas-y. Okay. Bonjour, je m'appelle une experte en système informatique et logiciel et également une chercheuse, si on peut le dire comme ça, en l'intelligence artificielle, notamment la solution concernant les pestes vis-à-vis la plantation des tomates. Et à part cela, je suis la fondatrice de Fempodas Robotics. C'est l'organisation qui fait la formation robotique à l'endroit des jeunes filles, notamment des écoles publiques du Bénin. Aussi, je suis la directrice de Soft Digital Company. Pour l'entreprise au Bénin qu'il faut absolument connaître, je vais parler de MIFI. MIFI, c'est un groupe de jeunes start-upers qui est basé à Calavi. Et depuis plus de 4 ans, ils font chaque année des concours, voire hackathons en sciences robotiques. Et l'idée, c'est de trouver les solutions aux problèmes endogènes. Et je suis ravie depuis ce moment-là qu'ils ont commencé de contribuer d'une façon ou l'autre à ce qu'ils font. Donc, ça s'appelle MIFI. C'est ça leur nom aussi sur Facebook. Merci. Super. C'était 1 minute pile. Donc, je passe au prochain panéliste. Merci Francisca, très honoré de faire partie de ce panel et de cette édition du CENIA. Je suis Lélio Renard-Lavaux, dirigeant donc de Foxtech. Je suis ingénieur de formation. Nous sommes spécialisés dans la transformation digitale des entreprises ici à Cotonou. Nous construisons un pôle de talent béninois de niveau international. Et notre objectif est d'accompagner les entreprises dans leur digitalisation ici en Europe et notamment avec l'aide de l'IA lorsque ça fait sens.
Pour répondre à la question sur la startup, j'ai cherché à rester un petit peu en Afrique de l'Ouest car on n'en parle pas assez. Moi, ce qui m'inspire, ce sont des projets comme Dolby au Sénégal, qui est un projet qui, depuis 2020, essaye d'aider les agriculteurs à améliorer leur productivité en utilisant à la fois des données entrantes de la part des agriculteurs et des données satellitaires pour les aider à prendre des décisions de court terme, à savoir quand arroser, quand faire usage de tel ou tel intrant. Et je pense que c'est là où l'IA peut apporter énormément de valeur sur le terrain, sur des sujets très concrets qui répondent à des problématiques locales. Le troisième panéliste. Très bien. Donc moi, je suis Maouna Plogan. J'ai un background plutôt recherche à la base parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le monde de la recherche en intelligence artificielle. J'ai beaucoup travaillé sur des problématiques d'ailleurs d'agriculture, sur la robustesse des exploitations. Et après, bon, aujourd'hui, je dirige des entreprises qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui travaillent beaucoup sur des applications, que ce soit sur l'automatisation de l'extraction de données depuis des documents structurés et non structurés, ou que ce soit des projets autour de la prédiction des arrivées des patients dans les hôpitaux, parce que c'est un enjeu aujourd'hui majeur pour beaucoup d'hôpitaux. J'ai beaucoup réfléchi à la question initiale qui consistait à dire quelle société, en tout cas start-up, mettre en avant. Et j'ai été fasciné de discuter avec une équipe de jeunes chercheurs d'ailleurs, et qui travaillent sur un sujet de radiologie. En fait, c'est vraiment du diagnostic adapté au Bénin. La société s'appelle Adibola. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont capables de déployer cette solution dans des zones où il n'y a pas de couverture Internet. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est cette particularité qui, moi, m'a plutôt intéressé parce que on sait qu'il y a un désert, une problématique de désert médical aujourd'hui, et que quand on est à Natitingou, on n'a pas les mêmes prestations de radiologues spécialisés que quand on est à Cotonou. Et ces populations, des fois, pour certaines raisons, ne peuvent juste pas se soigner. Et c'est pour cela, je pense que Adibola est un projet qui est très intéressant. Super, merci beaucoup. C'était 1 minute 30. C'est pas grave parce qu'on a vu la passion et l'intérêt. Donc voilà, on passe à la dernière panéliste. Il m'a arraché 30 minutes, c'est ça? Ok, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Marotan Okio. Je suis un peu l'intruse parmi tout le monde ici. Je représente Move Africa. Je suis donc en charge des ventes B2B à Move Africa. Je suis à la direction business de Move Africa. Donc, nous nous occupons essentiellement du besoin des entreprises. Nous fournissons des services et des offres adaptées aux entreprises. Alors, en ce qui concerne la question sur une start-up béninoise, moi, j'ai pensé à une start-up béninoise, donc, qui intervient dans le domaine de l'IA. J'ai pensé à cette structure qui s'appelle Key Medical, qui a développé son système IMU, je pense, pas que je dise de bêtises, qui permet en fait à toute personne qui se rend dans un centre de santé qu'on puisse savoir en même temps tout sur cette personne. Et donc, ça peut éviter énormément de problèmes tels que on n'a pas le temps de voir quel est le groupe sanguin de telle ou telle personne et éviter des morts. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, c'est donc ça, notre équipe de choc pour à peu près 1 heure ou disons, voilà, on va dire 1 heure, et qui va vous éclairer en fait sur le sujet que j'ai déjà annoncé. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Donc, en me préparant, en fait, en me renseignant sur l'état de l'intelligence artificielle ici au Bénin, je me suis rendu compte qu'il y a en fait très peu d'informations qui sont accessibles, donc genre des statistiques ou ce genre de choses. Et je sais qu'il y a en fait la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées, dont on a déjà parlé plusieurs fois en fait pendant les 2 derniers jours. Il y a également certaines initiatives dans l'intelligence artificielle qui ont été initiées par ou sous le leadership béninois comme Afria ou également comme Ichiro. Donc en fait, on voit qu'il y a du progrès, on voit qu'il y a de l'intérêt en fait ici au Bénin d'avancer. Je vais donc en fait poser la question suivante à Maouna. Donc les startups et les entreprises corporates ici au Bénin, ils en sont où concernant en fait l'intelligence artificielle? Quel est l'état actuel de l'intelligence artificielle
dans le secteur privé au Bénin? Ce serait un peu difficile de répondre de manière, on va dire, exhaustive à cette question parce que ce dont moi je me suis rendu compte, c'est qu'il y a quand même énormément d'initiatives qui sont des initiatives isolées dans des entreprises. J'ai l'impression depuis quelques années que chaque fois que je discute avec des acteurs locaux, ils ont toujours un projet qui sont en train de maturer. D'accord? Ils ont toujours, donc, décrit l'écosystème de manière exhaustive, c'est assez complexe. La seule chose que nous on a remarqué au travers de l'initiative Ishiro, que j'ai cofondée également avec un certain nombre d'amis, c'est qu'on s'est rendu compte que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la santé, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un jeune start-upper qui travaillait sur des applications, des techniques de computer vision sur différents sujets. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même une grosse émulation. Il y a peu, de mon point de vue, c'est peut-être la critique que je peux formuler, il y a peu de sociétés qui ont des impacts au Bénin. Il y a peu d'impacts. Ce n'est pas forcément, de mon point de vue, lié à la qualité de ce qu'ils font, mais c'est aussi, faire de l'innovation, ça nécessite la plupart du temps une forme de marketing autour de cette innovation. Le faire savoir est très mal fait, sachant qu'il y a beaucoup d'initiatives. Donc, ce que je peux juste te dire, c'est qu'il y a des choses qui se font, mais on ne sait pas. Il faut faire du porte-à-porte de temps en temps pour les découvrir. Donc, c'est ça, peut-être aussi l'utilité de l'atelier ou de la keynote sur le storytelling de tout à l'heure, en fait, voilà, qu'on peut encore prendre en compte. J'ai vu que, Lélio, j'avais l'impression que tu étais bien d'accord avec ce qui a été dit. Est-ce que tu veux encore rajouter des choses? Non, je suis assez d'accord. Je pense que c'est effectivement un vrai sujet d'être capable de communiquer, d'expliquer un petit peu ce qui est fait. Et aujourd'hui, on a aussi, c'est peut-être une introduction à une autre partie de la discussion, mais un déficit aussi d'information et de possibilité d'accéder à cette information-là, qui malheureusement nous met un petit peu tous dans le noir, alors que l'information, en fait, c'est la clé, on le sait, on l'entend depuis hier, de l'intelligence artificielle. Donc ne pas avoir accès à des bases de données, à ce type d'informations-là, c'est aussi assez pénalisant pour répondre à ces questions-là, mais aussi pour construire de nouveaux produits IA ici. Okay. Et d'un point de vue extérieur, en fait, de quelqu'un en fait qui vient du Nigeria, quel est qu'est-ce que vous pensez en fait? Qu'est-ce que toi tu penses en fait de l'état actuel ici au Bénin? Ok, la différence majeure que je peux déjà dire, parce que je suis très active dans les deux écosystèmes, quel que soit au Nigeria ou au Bénin, c'est qu'il y a vraiment pas la culture de open source au Bénin. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose et j'ai mon innovation, mais les processus que j'ai pris par le faire ne sont pas forcément les miennes parce que j'ai utilisé les outils existants et consorts. Donc, généralement, les gens ont la tendance de ne pas vouloir dévoiler la façon qu'ils ont fait les choses. Et ce qui fait que si 10 personnes doivent le faire après, ils doivent réinventer la rue. Donc, je pense que déjà, même avant de parler du fait que, voilà, on va valoriser les innovations que nous avons, il faudrait déjà que nous trouvions une manière de faire, de trouver la façon de coopérer entre les personnes qui sont des intervenants privés cette fois, et je parle des privés cette fois-ci, dans le domaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. L'IA va très vite. On ne peut pas tout maîtriser. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire, voilà, nous avons quelque part où je peux trouver les processus dans le contexte béninois par rapport à l'interprétation de la langue, par exemple, et ça n'existe pas. Je suis sûre qu'il y a les gens qui l'ont fait, mais forcément, il n'y a pas les données quelque part. Donc, je pense que le fait qu'il n'y a pas aussi cette volonté de pouvoir partager aussi, c'est l'une des raisons où l'autre ne sait pas ce que quelqu'un devra faire et du coup, il réinvente la roue, ou bien on ne sait pas où quelqu'un s'est arrêté afin de continuer de là. Tu as parlé des collaborations, en fait, disons, entre les différents acteurs du privé. Est-ce qu'il y a des exemples à Move? Et là, je m'adresse particulièrement à Marotan. Est-ce qu'il y a des exemples qui existent à Move, en fait, des coopérations avec les startups, notamment dans l'intelligence artificielle, pour effectivement aider aussi à développer l'écosystème? Il existe des partenariats, effectivement, que nous nouons avec des startups. Et même pour faire mieux, pour toujours rester avant-gardiste, nous avons un challenge startup que nous lançons régulièrement, enfin, depuis l'année dernière que nous avons lancé et qui permet justement à ces startups-là de se révéler au monde entier et de montrer ce qu'ils savent faire dans différents domaines. C'est vrai qu'on n'est pas forcément focus sur l'IA,
Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel aussi on peut travailler parce que, comme l'a dit Maouna, c'est complètement isolé. Chacun a du talent, mais est de son côté, travaille de son côté et on ne partage pas l'information. Donc nous, on est vraiment preneurs parce que c'est quelque chose qui va nous permettre, nous, d'avancer aussi et de rester, comme je l'ai dit, avant-gardiste. Oui. S'il y a des acteurs du secteur public dans la salle, en fait, je pense qu'il faut se rapprocher de Move pour que le prochain hackathon, en fait, ou le prochain événement parle de l'IA. Exactement, oui. Donc, en parlant des partenariats, ça me rappelle un peu d'une recherche que j'ai faite en fait pour me préparer aussi à ce panel. Et en fait, j'ai consulté ChatGPT, en fait, comme un peu, je pense que tout le monde actuellement, pour avoir des réponses sur la question comment les startups peuvent participer au mieux à la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, c'est effectivement la question du panel. Et j'ai eu que 3 réponses. La première option, la première possibilité ou opportunité, c'est le développement des solutions IA. On en a déjà un peu touché. Offrir des services de conseil et effectivement les collaborations avec d'autres entreprises pour développer des solutions. Donc Rachel, comme tu as un portefeuille qui est assez divers, tu as lancé ta propre entreprise, tu as aussi, comme tu nous as expliqué, en fait, une association, j'imagine, en fait, qui travaille dans le robotique. Qu'est-ce que tu penses de ces éléments? Est-ce que c'est complet? Est-ce que cette liste est complète? Est-ce qu'on peut encore rajouter des éléments voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres instruments ou des outils, en fait, qui permettent aux startups de participer à la révolution IA? Merci. Je pense déjà que, comme on discutait tout à l'heure, que le ChatG va donner beaucoup de facilité à beaucoup de personnes, mais le problème majeur que nous avons en Afrique et notamment le Bénin aussi, c'est qu'on n'a pas assez d'éléments. Parce que toujours est-il que les systèmes d'IA doivent avoir d'informations pour pouvoir faire les prédictions à l'avenir. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui est incontournable pour nous, mais il faudrait que aussi nous puissions travailler beaucoup plus à mettre les informations en avant. J'ai démarré au Bénin ce qu'on appelle le Google Crowdsource. C'est une organisation de Google qui permet de pouvoir recueillir les informations afin de pouvoir nourrir les systèmes IA pour avoir les choses un peu plus précises lorsqu'il s'agit de chaque pays. Donc, au Bénin, on l'avait lancé il y a 3 ans et l'idée, c'est d'avoir des gens dans la communauté de façon volontaire qui vont pouvoir nous peut-être prendre des images des jolis immeubles au Bénin, la langue, etc. Tout ce qui s'agit de Bénin, par exemple, dans notre contexte. Maintenant, pour que nous puissions ajouter à cela, je pense que ce qu'on a toujours à contribuer à toute innovation l'IA, c'est toujours de pouvoir trouver les manières de pouvoir nourrir ça de plus de données dans notre contexte. Plus c'est précis, plus on aura de la chance de vraiment saisir l'occasion de cette opportunité. Maintenant, en attendant qu'on soit en train de nourrir les informations, je peux conseiller les startups. Aujourd'hui, nous avons toutes ces plateformes qui existent, quel que soit Slack, quel que soit Telegram, Facebook. On a toujours la possibilité d'installer les plugins qui travaillent sur ces grandes applications, ces grandes plateformes. Aujourd'hui, les startups, pour commencer, à faire la recherche dans l'une des plugins qui pensent qu'il peut intéresser. Par exemple, quel plugin peut intéresser, par exemple, une plateforme comme Facebook et travailler là dans ça. Parce qu'il y a déjà assez de données vis-à-vis peut-être les pays occidentaux et les États-Unis. Ils peuvent déjà avoir commencé de là, pendant qu'on est en train maintenant de voir les façons d'avoir les choses assez précises aussi dans notre contexte. Merci. Merci beaucoup. Donc, je note en fait les données, partager les données, etc., comme une autre option pour participer à la révolution d'IA. Je vais poser une question similaire à Marathon. Comme tu as dit, en fait, tu fais pas forcément partie en fait des experts en IA, mais en fait, quand même, tu travailles pour une entreprise, pour une entreprise corporate ici au Bénin, et aussi en tant qu'individu, en fait. Est-ce que tu vois encore d'autres opportunités, d'autres moyens, en fait, pour les startups et pour qu'ils puissent en fait participer à la révolution IA? Ok. En tant qu'individu, déjà, il faudrait que, comme
on l'a dit précédemment, c'est que chacun puisse déjà s'intéresser à la chose. Aujourd'hui, si on prend un pourcentage, je pense qu'il y a, je ne sais pas s'il y a 20% de personnes peut-être qui utilisent ChatGPT, juste ça. Comme tu l'as dit, déjà pour préparer ce panel, on s'est tous intéressés, enfin moi aussi, je suis allé sur ChatGPT, j'ai introduit le thème et j'ai regardé un peu ce que ça propose. Et les réponses que j'ai eues, même moi, de mon côté, ça m'a dit, je ne peux pas vous donner une réponse exacte pour le Bénin. Dès ce que j'ai précisé, Bénin, il m'a dit, je ne peux pas vous donner parce que justement, il n'a pas de données, il s'est pas nourri. Et donc, ça rejoint ce que les autres panélistes disaient, c'est qu'il faut qu'on puisse mettre à jour les données. Il faut qu'on puisse donner des données fiables et comme ça, on pourra être aussi à un top niveau par rapport aux autres pays sur l'IA. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce que c'est vrai, nous, en tant qu'entreprise, par exemple, chez Move Africa, c'est quelque chose de très important pour nous aussi parce que ça nous permet justement de mieux connaître notre clientèle, de connaître leurs besoins, leurs habitudes et proposer des produits et services vraiment novateurs qui vont leur permettre de combler leurs attentes. Donc, il y a encore beaucoup à faire, oui. J'ai vu, Mauna, tu m'as regardé comme si tu voulais dire quelque chose. Ouais, c'était exactement ça parce que le problème, on le connaît, il y a des problèmes de données. Et la question, c'est comment les startups participent. Moi, je vois des problèmes, j'ai des startups, il faut trouver la solution. S'il n'y a pas de données et que je suis une startup et que tous les experts de l'intelligence artificielle aujourd'hui disent ben, on n'a pas de données de qualité en Afrique, ben, s'il faut que j'aille le collecter à la main, ben, une startup agir dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est pas forcément faire des algorithmes poussés. Ça peut être labelliser de la data. Labelliser de la data, c'est quoi? C'est que j'ai une photo, et je dis, ah ouais, sur cette partie de la photo, il y a une girafe, sur l'autre partie, il y a un éléphant. Je pense que ça, c'est accessible à peu près à n'importe qui, dès l'instant où ils ont les bons outils pour le faire. Il n'y a pas besoin de technicité, il y a juste besoin de précision, de rigueur. D'accord? Donc, une startup, il se dit, ah tiens, il n'y a pas de données sur l'Afrique. Supposons que même des données météo qu'il n'y en ait pas, et que vous vous amusez. Il ne faut pas le faire, hein. Vous vous amusez peut-être à prendre la température de chez vous tous les matins, vous l'affichez. C'est aussi la donnée. Vous la collectez. Je dis, ce que je dis, il ne faut pas le faire. Il y a des outils pour faire ce genre de choses. Bon, bref. C'est pour dire, il y a un déficit de données, créez la donnée. Et aussi, si vous êtes aujourd'hui plutôt IT, vous n'avez pas les compétences, il y a aussi une dimension. C'est comment les entreprises qui disent on ne sait pas faire de l'IA, ou du moins on ne sait pas les déployer, parce que beaucoup de personnes le font, mais ils ne le mettent pas en production. Ben moi, je me spécialise que dans le déploiement de solutions d'IA. Je n'ai pas besoin d'être un expert en IA. Donc non, moi je pense que c'est parce qu'on n'est pas ambitieux, parce qu'il n'y a pas de verrou. Donc la question... L'IA sous l'angle de la technologie. Je pense qu'il n'y a pas pire manière que d'aborder cette question. C'est pas une technologie qui va juste résoudre tous les problèmes. Il faut poser la question dans l'autre sens. Et souvent, le sens que moi je choisis, c'est quelle est la stratégie de l'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez faire? L'IA peut être une solution, mais il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient exister comme étant des solutions. Et beaucoup de personnes, j'entends aujourd'hui dire, ah ben, je veux faire de l'IA, je veux faire de l'IA, je veux faire de l'IA. Mais pourquoi? Mais parce que c'est chatbot, t'as pas vu, GPT. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est le monde de demain. Et à la fin, je me dis, en fait, t'as jamais pensé à ta proposition de valeur. Tu t'es jamais posé la question de savoir, mon objectif, c'est de passer de 0 temps, de 10 minutes d'analyse de mes documents à 30 secondes. Là, c'est un sujet. Mon objectif, c'est, par exemple, de faire en sorte que quand les gens viennent à l'hôpital, qu'ils attendent maximum 5 minutes pour être pris en charge. Ça, c'est un problème. Mais derrière ça, c'est pas que de l'IA. Il y a aussi, on peut avoir de l'IA pour prédire des choses et organiser le service. Donc, chaque fois qu'une société prendra cette approche qui consiste à dire, je veux faire de la technologie, moi, je pense que d'emblée, elle va échouer. Par contre, chaque fois que vous irez avec la démarche, je veux apporter tel ou tel type de proposition de valeur. Ce que je dis là n'est pas nouveau, hein. La proposition de valeur, c'est un peu l'ADN de tous les chefs d'entreprise. C'est la première question qui se pose. Mais après, derrière, il y a une démarche. Faire de l'IA, c'est pas juste mettre en place son algorithme et observer que ça marche. Ça se passe dans peut-être 2% des cas. C'est échouer jusqu'à ce que ça marche un jour. Il y a une émulation sur toutes les technologies aujourd'hui qui montre que même, il y a des choses qu'on ne sait pas faire.
Donc, si vous les adressez comme étant des solutions finales, ben, vous n'allez pas réussir. Donc, ça veut dire que vous devez avoir une bonne veille du marché pour savoir qu'est-ce qui est industriable en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui est risqué de faire. Moi, je ne peux pas mettre 10 milliards de dollars sur un projet. Certaines personnes peuvent le faire pendant très longtemps, et là, je profite du fruit. Donc, sur quelle niche je me place? Quelle technologie est mature que je peux adopter? Qui sont les acteurs du marché qui peuvent m'aider parce que je n'ai pas la ressource interne en interne? Et tout ça, c'est l'équation qu'il faut se poser en tant que startup avant de commencer à se dire, mais à côté de ça, au sein de nos organisations, au sein de nos entreprises, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent embarquer de l'IA avec des techniques matures. Et ça, je pense que là, ça doit être la question qu'il faut se poser avant de commencer à penser à n'importe quelle forme d'adoption. Merci pour la réponse. Effectivement, ce que tu dis, ça m'a fait rappeler aussi à une chose, et c'est que souvent on parle en fait du personnel technique. Donc c'est des experts, c'est des développeurs, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec le personnel non technique? Donc en fait, par exemple, les personnes qui travaillent dans le marketing, dans la vente, dans tout ça en fait. Comment peut-on faire en fait pour les inclure également dans la discussion sur l'IA, dans la révolution IA en fait? Comme on dit en fait dans la question aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vois que tu me regardes et tu veux répondre. Oui, ce que j'allais dire, c'est que l'IA, comme c'est déjà dit, c'est une technologie, on doit toujours partir du principe de tout ce qu'on connaît déjà. Il y a ce qui est devenu très populaire il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle le User-Centered Design. Le modèle centré utilisateur. Cela dit que lorsque je veux réaliser quelque chose, quel est celui qui veut utiliser le système, celui à qui le service est destiné? Quels sont les résultats escomptés à son niveau? Et c'est ça déjà qui doit nous permettre de pouvoir relever peut-être les challenges ou bien les problèmes à résoudre. Donc, je pense que si on parle du modèle centré utilisateur, quel que soit le domaine ou le département où les gens sont dans leur entreprise, il y a des problèmes à résoudre à ce niveau-là. Si je suis au niveau du marketing, je veux peut-être que les gens connaissent nos produits davantage. Là, déjà, ça commence à devenir le modèle centré utilisateur. À partir de là, ceux même qui sont au niveau du marketing peuvent donner des petits modèles qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir écrire, pour détailler les problèmes maintenant que ceux qui sont techniques pourront maintenant résoudre. C'est vrai que lorsque surtout on est technique, on n'est pas un entrepreneur, on pense que au code et on est content quand ça marche. Mais dans la vraie vie, il faut plus que ça. Il faut que ça résout un problème parce que si on ne résout pas un point de douleur pour quelqu'un, on ne peut pas prendre l'argent de cette personne. Donc, je pense qu'on peut toujours appliquer le modèle centré utilisateur. C'est une façon de pouvoir introduire tout le monde pour dire, voilà, l'IA, c'est pour régler un problème. Quels sont les problèmes? Voilà. Et pour utiliser en fait en cas très concret, Marotan, chez vous, est-ce que vous, par exemple, en interne, est-ce qu'il y a des formations, des événements en fait un peu pour informer le staff en fait des sujets techniques, en fait le staff non technique des sujets techniques? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que ça peut être utile en fait effectivement aussi pour faire en sorte que en fait tout le personnel comprenne ce qui se passe avec les nouvelles technologies et comment ça peut être utile? Oui, bien sûr, c'est quelque chose que nous faisons chez nous. Par exemple, comme tu as parlé tout à l'heure de vendeur, qu'est-ce qu'un vendeur, qu'est-ce que l'IA peut apporter à un vendeur? C'est exactement comme l'a dit Maouna, c'est-à-dire il faut d'abord poser son problème. Donc, nous posons nos problèmes aux techniciens, on décrit un peu ce qu'on recherche et le technicien donc nous sort la solution et comme tu l'as dit, donc on rassemble tous ceux-là qui sont non techniciens, on leur explique comment marche la solution, comment la faire fonctionner avec le client, comment avoir les résultats attendus. Et donc, après cela, donc, c'est utilisé à bon escient. Donc, il faut forcément que ça fonctionne comme ça pour que tout le monde soit impliqué et qu'on puisse l'utiliser normalement. Ouais. Et effectivement, là, j'ai un exemple assez intéressant. En fait, il y a un cours en ligne qui est gratuit, qui s'appelle Elements of AI et qui est en fait une série de cours en ligne qui est créée par Mina Learn et l'université de Helsinki. Et en fait, c'est un cours qui vous explique d'une manière assez innovante en fait ce que c'est l'IA. Et en fait, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour le personnel technique. Et je le conseille vivement en fait pour tous ceux en fait qui sont pas, qui travaillent pas en fait, qui codent pas, qui passent pas leur journée à coder juste pour avoir une compréhension de base en fait de ce que c'est l'IA. Pendant la présentation, en fait, on a pas mal parlé aussi des barrières.
Et souvent, en fait, c'est le mot éducation, accès au talent, en fait, c'est des termes en fait qui sont tombés. Et effectivement, on peut constater que les talents techniques en fait qui sont disponibles, qui ont une formation très pointue, etc., c'est difficile à trouver. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour garder les talents ici au Bénin ou même pour en développer plus? Quelles sont les opportunités qui existent? Et peut-être qu'effectivement, comme Marotin, en fait, tu as développé ton petit cours en fait au Nigeria, ton association au Nigeria qui travaille sur ce genre de problématique. Peut-être que tu as d'autres exemples que tu peux donner. Même ici au Bénin, nous avons des exemples. Comment garder les talents? Je dis toujours qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à rester. Si la personne a vraiment, chacun avec ses objectifs dans la vie. Mais toujours est-il que nous pouvons augmenter le nombre de talents. Lorsque nous augmentons le nombre de talents, là, on pourra le faire de façon, si on parle dans le contexte purement académique, on sait que les programmes académiques ne changent pas au jour au lendemain, c'est les choses qui doivent être étudiées, etc. Mais ce que nous on a réussi à faire au Bénin, par exemple, lorsqu'il s'agit de la robotique et l'IA, c'est qu'on a eu à travailler avec le ministère de l'enseignement technique qui gère les lycées, et nous avons introduit la formation robotique en tant qu'une activité parascolaire. Du coup, même si ce n'est pas forcément dans le programme, les enfants, pendant les temps où ils ont le temps pour faire les activités, au lieu de faire autre chose, ils sont dans une classe dans leur école avec les robots que nous les avons fournis pour pouvoir travailler. Donc, ce qu'on fait, c'est de leur donner des challenges et puis des choses à réaliser. On a déposé les robots actuellement dans 13 écoles publiques du Bénin, où les enfants peuvent travailler à volonté. Donc, je pense qu'on doit toujours regarder les différentes manières à pouvoir augmenter le nombre de talents. On ne peut pas, si les gens partent et puis il y a de pénurie, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes sur ça. Donc, quel que soit le privé, le public, les ONG doivent trouver des manières à ce que nous puissions avoir. Nous, on n'est qu'une seule ONG, mais si on a beaucoup plus qui font les mêmes choses, d'ici peu, on aura les personnes qui vont déjà s'intéresser à l'IA pour le faire à l'université et continuer dans ça. Aujourd'hui, la preuve, c'est que nous avons commencé en 2017. Aujourd'hui, nous avons des étudiants au niveau de IFRI. Nous avons les étudiants qui font mathématiques et informatique au niveau de l'UACI Consort. Nous avons d'autres qui ont voyagé à l'extérieur, qui étaient dans premier secondaire de cela 4 ans. Et aujourd'hui, qui ont continué dans le domaine de l'intelligence artificielle, informatique et tout ce qui va avec. Donc, je pense que déjà, il ne faudrait pas que nous cherchons les solutions tout de suite. Il faudrait que nous puissions regarder l'avenir. L'avenir, c'est des enfants. S'ils maîtrisent aujourd'hui, ils vont pouvoir prendre des décisions pour demain. Et c'est là que je vais aussi parler un peu, I'll put some people on hot seat. Je vais mettre certaines personnes sur la chaise chaude, les entreprises. Au Bénin, généralement, lorsque nous demandons leur soutien, on dit voilà, qu'est-ce que les enfants peuvent créer? Ils ont fait quelle solution? On dit, mais avant qu'ils soient capables de faire les solutions, il faut que les jeunes maîtrisent d'abord. Et nous sommes au niveau de l'apprentissage où nous introduisons l'IA, pas quelque chose de sérieux, comme des projets du groupe qu'ils peuvent faire en classe. Et à partir de là, il y a aussi les manuels qu'on leur donne qui leur permet, d'ailleurs même que j'ai écrit, un manuel qui permet à un enfant qui a fait au moins la série C ou D au Bénin de pouvoir comprendre la robotique. Et on met ça à leur disposition. Donc c'est pour dire qu'il faudrait que dès maintenant qu'on commence à s'intéresser aux élèves. Je vois que Lélio, tu lèves ton micro. Oui, la question des talents, elle est centrale et nous, on le voit très bien à Foxtech, où on essaye de construire un pôle de talent de niveau international. Je pense que, évidemment, le vivier, c'est l'élément majeur. Il y a quand même des éléments sur lesquels on peut agir. On peut agir, bien sûr, déjà sur la rémunération des développeurs. Et à un moment, il faut le dire, les développeurs sont mal payés et les employeurs peuvent, dans la mesure de leurs moyens, en tout cas, valoriser cette profession-là et proposer des rémunérations qui soient les plus attractives possibles. Je pense que ça, c'est un élément très important pour faire rester les talents. Et le deuxième aspect, c'est de proposer des projets qui soient intéressants, des projets qui aillent au bout. Moi, j'ai vu beaucoup de projets passer où on développe pendant des mois, ça va jamais en production, c'est jamais finalisant, c'est extrêmement démoralisant pour les talents. Donc, dire on va au bout de la démarche, on va faire quelque chose d'un niveau professionnel, d'un niveau international. Vous feriez la même chose si vous étiez en France ou aux États-Unis, et on est capable de le faire ici. C'est extrêmement valorisant et ça donne envie de rester.
Voilà, je pense que c'est vraiment aussi deux aspects sur lesquels il faut jouer. Est-ce que Ichiro fait quelque chose de concret aussi par rapport à ce problème de talent? Oui, justement, c'est un sujet, je partage déjà l'avis de tous les intervenants avant. Et surtout, avec Ichiro, ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet, un programme qui s'appelle Africa Tech Up Tour, on a financé là 150 jeunes béninois. On sait que le problème, je suis d'accord déjà qu'il y a de la ressource qui est mal exploitée. On sait qu'il y a quand même un enjeu de formation. On a financé 150 jeunes dans le cadre d'une bourse en partenariat avec 54 Bridges, Rincho. Donc, il n'y avait pas que Ichiro. En fait, on est vraiment un consortium, en tout cas, d'initiatives. Et là, on leur met à disposition, c'est des experts de classe mondiale qui accompagnent des jeunes béninois qui sont là dans le cadre d'un programme qui a commencé au mois de janvier et qui finira au mois de juin, là, où ils auront finalement un bootcamp de 5 jours et on va leur faire quelque chose. Et ça, par exemple, si j'avais un appel à lancer aux personnes qui sont là, qui sont dans des organisations qui veulent pousser la jeunesse, nous, ce qu'on propose à la fin de ce programme, c'est que prenez ces jeunes qui ont été formés par nous, d'accord, en stage, on fera l'accompagnement à votre place parce que vous n'avez peut-être pas la ressource interne chez vous. Et pendant 6 mois, ils vont travailler sur un cas concret à vous. Et comme ça, vous vous mettez au moins le pied à l'étrier. Et on va au bout de la démarche, comme tu le disais, Elliot, juste à l'instant. Ça, c'est très important. Des choses pragmatiques, ça a plus de valeur. Et c'est justement des choses comme ça que je pense qu'il faut pousser et initier. Par contre, j'ai juste un sujet à rajouter. Quand on regarde les études, le vrai frein au développement de l'intelligence artificielle, c'est pas que la ressource humaine. Le premier point qui apparaît en premier, c'est quand même la sécurité de la donnée. D'accord? Donc, c'est important aussi de dire, si vous faites une société en IA qui a beaucoup de valeur, mais vous avez un seul problème de sécurité de vol de données, mais plus personne ne vous confiera ces données. Et votre société, elle est morte. Merci pour cet appel. Je pense qu'en fait, ça serait un beau sujet en fait pour un panel l'année prochaine. Et malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais en fait, j'ai une dernière question avant de passer la parole au public. Et effectivement, ça adresse aussi un peu cette question, ça adresse aussi un peu l'avenir. Si on se retrouve ici dans 10 ans, donc pour la 12e édition du CENIA qui est devenue une conférence mondiale, quel est le progrès principal auquel vous vous attendez concernant le secteur privé et l'IA? Et peut-être qu'on commence par Marotan. Dans combien d'années tu as dit? Dans 10 ans ou si tu veux dans 20 ans pour la 22e édition. Ok. Alors dans 10 ans ou 20 ans, je pense qu'on aura certainement dépassé déjà l'IA. On sera passé à autre chose et ça sera plus nous ici, ça sera nos hologrammes, je pense. Je pense. Vraiment, je pense qu'on sera très très loin parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore complètement au niveau auquel on voudrait être, mais tel que les choses sont lancées, je pense que dans 10 ans, on sera très très loin. Très très loin. C'est ce que je nous souhaite en tout cas pour le Bénin. Merci. Vas-y, Mauna. Oui, je pense que comme c'est une technologie qui porte beaucoup d'espoir, moi j'aimerais bien que l'ensemble des objectifs du développement durable, de ces enjeux, soient atteints. C'est-à-dire que l'IA participe à la réduction de la faim dans le monde, que les personnes puissent avoir parce que justement ils nous promettent beaucoup de choses, alors ça dépend plus de nous. Donc que ça se fasse, je veux dire. Moi j'aimerais bien que dans 20 ans, que la condition de beaucoup de personnes sur cette planète, il y a des maladies qui tuent énormément, le paludisme en fait partie, ben que grâce à l'IA, on puisse au moins résoudre ce problème. Dans 20 ans, c'est possible, j'espère. Merci. Je partage ce que vient de dire Maouna. Je pense que ce qui est en tout cas très enthousiasmant avec ces technologies-là, c'est de se dire que dans 10 ans, les défis démographiques auxquels l'Afrique fait face seront en fait traités grâce à ces outils-là. Encore une fois, pas avec l'IA, c'est pas l'IA qui va résoudre ces problèmes-là, mais elle fera tellement partie des processus, les données seront enfin ouvertes, qu'on aura pu justement accompagner de manière beaucoup moins alarmiste qu'on peut l'entendre ces défis-là, parce qu'on aura réussi à intégrer ces technologies-là et leurs possibilités
dans la progression du continent. Et last but not least. Dans 20 ans, je pense que c'est ce que tout le monde a déjà dit, c'est qu'on arrive à vraiment prendre usage de... Je vais dire que jusque-là, l'Afrique n'a pas encore vraiment exploité toutes les potentialités de la technologie auxquelles on est ouvert. Et je pense qu'on a déjà abordé la raison, c'est aussi parce qu'on ne collabore pas beaucoup. Donc j'espère que d'ici là, on va avoir beaucoup plus de ressources. D'ici 20 ans, on va plus parler des problèmes de données et aussi on va être aussi en avance lorsqu'il s'agit de sécurité de l'IA. Par exemple, on voit déjà dans le domaine de la santé, l'une des choses qu'on a appris, c'est que les vaccins de Covid ont été trouvés très rapidement à cause de l'IA. Il y a eu beaucoup de statistiques et régressions qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, on sait que c'est un domaine vraiment ça a déjà fait son preuve déjà pendant Covid et ça peut encore le faire davantage. Et je crois que plus de collaboration va nous permettre en réalité d'atteindre nos objectifs. Merci. Merci beaucoup. C'était des mots assez positifs et optimistes. Donc, merci beaucoup, chers panélistes, pour vos idées et pour vos réponses et vos commentaires. On a encore un peu de temps pour vous, en fait, pour que vous puissiez poser des questions. Je vois déjà une main qui est levée. C'était vous le premier, tout au milieu. Merci beaucoup. Je m'appelle Benoît Bati, je suis technicien en maintenance industrielle. Alors, ma question va se focaliser sur le secteur industriel. Et j'aimerais poser la question à M. Dido. J'aimerais créer un outil de simulation à partir de l'intelligence artificielle. Dans cet outil, j'aimerais bien faire des simulations des plans, tester toutes les hypothèses de mon équipement. Et ma question est, quelles sont les données que je vais insérer dans mon logiciel que je vais créer par simulation? Est-ce que ce sont des données réelles ou ce sont des données théoriques que j'ai pu obtenir à partir d'un catalogue du constructeur, etc. Parce que par définition, si j'ai bien suivi l'exposé, il y a dans le secteur industriel qui permettra de créer des outils de simulation et qui va nous permettre de rendre nos entreprises plus productives. Alors, moi, je voulais savoir quelles sont les données que je vais insérer dans mon logiciel. Est-ce que ce sont des données réelles, c'est-à-dire que je prends les données d'une autre machine que je vais insérer dans mon logiciel, ou je vais juste prendre les données théoriques issues du catalogue, Oui. Alors votre question dépend beaucoup bien sûr du type de machine industrielle que vous souhaitez modéliser. Il y a effectivement une approche qui est d'essayer de simuler l'ensemble du comportement et ce sont des approches qui peuvent être très chronophages et un petit peu compliquées. Derrière l'IA, elle ne va pas forcément vous aider à faire la modélisation, ça va dépendre un petit peu des résultats que vous voulez obtenir. Elle va pouvoir peut-être vous aider à explorer un petit peu le champ des possibles, plutôt que d'essayer d'aller simuler, on va dire manuellement à l'ancienne, les différents scénarios dans lesquels telle ou telle machine pourrait avoir un défaut. Là, l'idée, ça va être de laisser le système tester un petit peu tout le champ des possibles. Et ça, du coup, pour répondre à votre question sur les données, encore une fois, ça dépend un petit peu de ce que vous avez en entrée. Je pense qu'en ayant des capteurs, et les capteurs peuvent décrire de manière assez précise votre système, c'est souvent des approches qui, par la donnée, sont bien plus simples à mettre en œuvre que de modéliser l'ensemble d'un système industriel qui souvent est très complexe. Et ça nécessite beaucoup de travail. Partir de la donnée, ça permet de les rassembler assez rapidement de lancer des modèles assez peu supervisés, donc qui peuvent relativement, de manière assez autonome, tout seul essayer d'explorer un petit peu le champ des possibles. Et c'est ce type d'approche, en tout cas, qui vous permet plus rapidement d'itérer, je pense, que d'essayer de modéliser l'ensemble des systèmes industriels à partir des spécifications des fabriques. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, et la seconde est que... Une question très rapide, parce que je veux bien passer le micro encore à quelqu'un d'autre. Je voulais savoir, une entreprise en fonction de son secteur d'activité, quel est le service prioritaire à digitaliser? Parce que toutes les PME et TI n'ont pas le même secteur d'activité. Et pour que l'entreprise puisse être productive,
qui doit commencer par digitaliser certains services? Je vais répondre très rapidement pour faire plaisir à Francisca. Je pense qu'ici, l'essentiel, c'est d'analyser les processus de l'entreprise. Où est-ce que l'entreprise perd du temps, perd de l'argent, perd de la productivité? Il n'y a pas une réponse qui marchera pour toutes les entreprises. Ce qui est essentiel, c'est de prendre du recul, pas vouloir mettre de l'IA partout pour mettre de l'IA, mais simplement se dire où est-ce que je perds du temps aujourd'hui, où est-ce que je peux optimiser mes processus. Et ça, il faut vraiment prendre du recul et c'est du cas par cas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Voilà, est-ce que, juste pour faire en sorte que ce soit équilibré, est-ce qu'il y a une femme aussi qui veut poser une question? Non, super. Donc, je vois le monsieur au milieu. Merci beaucoup pour toutes les explications que vous avez données. Je voudrais rassurer M. Aplogan que nous sommes ambitieux au Bénin. En fait, le but, c'est quoi? On ne sait pas par où commencer. Par exemple, au Bénin, nous n'avons pas de sociétés comme Google, Facebook, Instagram, qui permet en fait de recueillir des données en temps record. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, voilà maintenant qu'au Bénin, nous n'avons pas tellement de données. Maintenant, comment nous pouvons faire de l'IA? Parce que dans mes recherches, on m'a dit que pour faire de l'IA, il faut des millions de données pour le faire. Voilà maintenant que nous n'avons pas de données au Bénin. Comment le faire alors? Mais en plus de ça, est-ce que ça ne serait pas mieux de créer un site web sur lesquels on met les activités sur l'IA au Bénin? Là, ça va permettre de partager les informations qui concernent l'IA, les startups qui exercent l'IA dans ce métier et savoir aussi quels sont les produits qui ont été créés. Merci. Vous posez la question à qui, s'il vous plaît? Ok, très bien. En fait, vous partez dans votre question en étant très défaitiste. Et ça, c'est pas ma façon de penser. Vous ne pouvez pas me dire qu'au Bénin, le pays que jadis vous appeliez le quartier latin de l'Afrique, qui formait des très bons mathématiciens, qu'on ne soit pas capable de faire de l'IA. Vous ne pouvez pas me dire ça. Par contre, vous avez abordé la question sous l'angle de qu'est-ce qu'on peut faire au Bénin? Ça, ce n'est pas un problème. Adresser un problème, un cas concret. Un cas concret, ça peut être moi, chaque fois que je vais acheter un terrain, il faut que j'aille chercher un document là. Je demande un crédit, par exemple. Il faut que j'aille chercher un document là, un document là, un document là. Et la plupart du temps, comme je n'ai pas de revenus, personne ne veut m'octroyer un crédit. Par contre, je vais souvent du mobile money qui justifie que j'ai des flux. D'accord? Est-ce que vous voulez, vous, derrière, c'est juste un service qui intègre peut-être de l'IA, mais vous, en tant qu'utilisateur final, vous voulez avoir un crédit. Et vous voulez mettre à disposition toutes les preuves que vous dépensez de l'argent. Là, c'est peut-être un début de problème. En gros, ne raisonnez jamais en termes, et vous l'avez dit aussi, est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir un site béninois? Je ne sais pas ce que ça veut dire un site béninois. C'est une zone de non-droit. Il n'y a pas de géographique pour un site Internet. Sauf si vous bloquez, bien évidemment, mais ce n'est pas ça l'idée. Non, il y a déjà énormément de sites. Si vous, par ailleurs, il y a des manques que vous identifiez sur les autres sites, parce que ce n'est pas contextualisé sur le Bénin, vous voulez le faire, mais faites-le. C'est-à-dire, n'attendez pas de personne que les solutions viennent d'ailleurs ou des autres. Faites-le. Si c'est un besoin pour vous, si ça vous empêche vraiment de dormir, créez ce site. Et si vous avez un problème concret en IA que vous voulez, en IA, dans la société que vous voulez adresser, adressez le problème. Adressez le problème. Tout à l'heure, j'ai entendu dans la question, et là j'en aurais fini, du monsieur tout à l'heure qui veut mettre en place la simulation d'une industrie. Si son problème, c'est qu'il a beaucoup de pièces défectueuses, qui disent, mon problème, j'ai beaucoup de pièces défectueuses et je veux corriger ce problème. C'est bien un peu l'idée de la réponse. Donc, pensez toujours le problème que vous voulez résoudre. Et peut-être que dans la solution, il n'y a pas d'IA. Et assez souvent, c'est ça. Vas-y, et juste 2 secondes pour... Je suis tout à fait d'accord, bien sûr, sur la partie des données. Il faut bien se dire aujourd'hui que les modèles dont on a à disposition, ils sont capables de généraliser extrêmement facilement. Et donc, avec très peu de données, on est capable d'avoir des modèles qui deviennent très puissants, bien plus qu'il y a 2 ans. Et il faut plus
plus grand-chose. On a été très négatif sur les données depuis le début de cette conférence, mais on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec les modèles et le peu de données qu'on a. C'est ce que monsieur avait dit tout à l'heure en concernant de pouvoir correctement définir les problèmes. On Jenny il y a ce qu'on appelle la séparation des problèmes, separation of concern. On ne peut résoudre un problème si on n'est pas capable en réalité de pouvoir le définir jusqu'au petit atome. Vous devez être capable de simplifier votre problème. Et comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être ce n'est pas un problème de l'IA. Par exemple, mon entreprise au Nigeria, on a développé une application pour une banque au Nigeria. Leur problème était simple. Il ne vaut pas de rond la queue lorsque les gens viennent retirer de l'argent à partir de chèques. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre les caméras et un certain nombre de capteurs là. Quand vous venez, vous prenez votre photo vous-même, photo du chèque, et vous vous asseyez. Et dans quelques minutes, tous ceux qui doivent faire la vérification ont déjà fait par le système et on vous appelle. On n'a pas utilisé de l'IA. Et c'est une solution qui les convient jusqu'à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, même la plupart des personnes utilisent leur application mobile. Donc, les peu de personnes qui viennent à la banque, on n'est pas encore jusqu'à la dimension, en réalité, en termes de montée en charge, de pouvoir impliquer l'IA dans ce processus-là. Donc, il faut savoir déjà le problème qu'on a de façon très, très simple et basique. Et à partir de là, vous allez avoir les solutions un peu plus précises. Et comme on a déjà dit, peut-être les solutions existantes même, ou les données existantes même sur le Bénin sont déjà assez même pour ce que vous voulez faire. Donc, c'est ma contribution. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a encore le temps à d'autres questions. Personne n'a dit non, donc du coup, je passe la parole encore à d'autres personnes. Je vois un monsieur qui est très motivé, je pense. C'est vous. Oui. Vous voulez poser une question? Ah, c'est une dame, pardon. Je vois mal ici, en fait, c'est la lumière. Oui, ça arrive. Ok. Bonsoir à tous. Merci aux panélistes pour leur présentation. Je m'appelle Josephine Doris Abadassi. Et je voudrais ajouter, en fait, des choses concernant la préoccupation du monsieur de tout à l'heure. Quand il dit que les données n'existent pas, je dirais que c'est faux. Les données existent. Il faut aller en fait sur le terrain pour les collecter. Ne me dites pas que les données n'existent pas. Quand vous prenez un problème et que vous le définissez, vous le simplifiez comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous n'avez pas les données sur Internet, vous allez, on est au Bénin. Si les données existent, il faut aller vers les gens. Approchez-vous des gens par rapport au problème que vous avez. Collectez les données chez eux et analysez-les. Et sur Internet, il y a aussi des sites qui proposent des données. Même si ce n'est pas relatif au Bénin, vous pouvez quand même travailler dessus et constituer en fait un portfolio qui vous permet de montrer ce que vous faites. Je prends un exemple par exemple. La dernière fois, j'ai participé au bootcamp IA organisé par le Centre de transformation digitale de la GIZ avec Evin Dedila. Et on a travaillé sur l'analyse de données de supermarchés. On est allé chercher les données sur Internet. Donc, en fait, même si ce n'est pas un supermarché béninois, moi, je suis quand même capable de sortir des statistiques et de faire l'analyse de ces données-là. Et ça permet, en fait, là, ça, pour moi, c'est, je dirais, un test, en fait, un projet test qui me permet de voir comment faire les analyses et tout. Et après, j'ai un projet personnel, je l'ai défini, j'ai commencé un protocole de recherche carrément, et j'ai défini comment je devais collecter mes données, chez qui je devais aller, comment le faire, et il me reste juste à le mettre en œuvre. Donc les données au Bénin, ça existe, il faut aller sur le terrain, il faut aller les chercher. Et maintenant, quand vous définissez votre problème, comme il l'a dit, M. Bichiro, l'intelligence artificielle peut ne rien avoir avec la solution. Ne soyons pas impressionnés par les technologies, mais réfléchissons plutôt à l'utilité de la solution qu'on a par rapport à la population béninoise. C'est ça le plus important. Quand on veut réussir au Bénin, les contenus locaux, les nouveaux métiers et les données ouvertes, c'est d'abord pour le Bénin. Approchons-nous des gens, définissons les problèmes, fournissons la solution. Ce n'est pas forcément de l'IA, ça peut être un site web, ça peut être une application,
Mais le plus important, c'est de trouver une solution qui aide les Béninois, qui fait avancer le Bénin, qui montre que le Bénin fait quelque chose. C'est ça le plus important. Merci.